Je la veux, cette terre. Succession. Conflit, rivalité et transmission du pouvoir. We would like to know how the succession will be handled. Rhaenyra is my heir. Upon my death, my throne and my titles will pass to her. Une série d'été du podcast Parole d'Histoire, présentée par André Loez. Le roi Charles IX est mort. Vive le roi Henri III! Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Pour terminer cette série d'été sur les successions, il fallait quand même sortir du cadre strict des régimes monarchiques et poser la question de la succession d'un dictateur ou d'un homme fort hors de ces régimes impériaux dynastiques. Alors pour être honnête, j'avais d'abord pensé à Pétain, parce que je pense qu'une des clés de lecture sous-estimées de toute la période 1940-1944 en France, c'est le jeu de positionnement des uns et des autres en vue de la succession du maréchal, parce qu'il avait 84 ans au moment de l'armistice, et clairement tout le monde pensait qu'il pouvait clamser rapidement. Mais en même temps, personne n'a vraiment travaillé là-dessus à ma connaissance. Et du coup, on va plutôt partir pour la Chine communiste aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être avec Jérémy Tamiatou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé à Sciences Po, spécialiste du mouvement communiste international. Vous avez notamment contribué à l'histoire mondiale des socialismes avec une notice sur Mao Zedong. Et c'est un cas super intéressant parce que Mao est mort en 1976, mais d'une certaine façon, à la différence de pas mal de personnages dont on a parlé dans cette série, les luttes de succession commencent beaucoup plus tôt. Et presque dès la fin des années 50, il y a des gens qui se disent comment on pourrait se débarrasser de Mao, ce sparadrap qui colle à la République populaire de Chine, qui a causé désastre sur désastre et qu'on aimerait bien mettre de côté, mais on ne peut pas vraiment le mettre de côté avant sa mort. Et du coup, il y a une sorte de longue phase avant même qu'il soit plus là et qu'on puisse vraiment s'affronter pour savoir qui le remplacera. Finalement, c'est des enjeux qui sont déjà très, très prégnants. Peut-être pour commencer, il faut expliquer pourquoi il a été si dur à mettre de côté et que personne n'a vraiment réussi. Mao Zedong, c'est le fondateur de cette République populaire de Chine. Est-ce qu'on peut dire rapidement quel capital de légitimité il a accumulé au moment où cette Chine communiste commence à fonctionner à partir de 1949. Alors effectivement, Mao a une très grande légitimité que lui octroie d'abord la Longue Marche, qui est un désastre militaire, mais qu'il parvient à transformer en succès politique. Donc ça, c'est dans les années 30, quand il fait un repli du mouvement communiste chinois. Stratégique vers Yan'an, où il perd l'essentiel de ses troupes, mais il parvient à en faire une grande épopée. Ensuite, son deuxième succès, c'est la guerre contre les Japonais, où là aussi, en réalité, le Parti communiste chinois est assez en retrait. Mais il parvient là aussi, par la propagande, à faire du Parti communiste chinois le principal adversaire des Japonais, alors que sur le terrain, en réalité, c'est le Kuomintang. Et enfin, évidemment, la victoire contre les nationalistes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a un capital. Ensuite, il détient un certain nombre de postes clés. Le premier, c'est... alors, il s'impose à partir de 1935 comme le principal dirigeant du parti. Depuis 1943, il est le président du Parti communiste chinois. Depuis 1954, il est le président de la commission militaire centrale du Parti communiste. Et enfin, entre 1949 et 1959, il est aussi le président de la République populaire de Chine. Il bénéficie enfin d'un culte de la personnalité qu'on retrouve même avant la révolution culturelle dans un certain nombre d'affiches qui montrent Mao comme la source de prospérité de son peuple. Et évidemment, l'exemple le plus connu lors de la révolution culturelle, c'est le petit livre rouge qui, au départ, est à destination de l'armée populaire, mais qui deviendra... un petit bréviaire pour toute la jeunesse, tiré à des dizaines de millions d'exemplaires. On ne sait pas exactement combien d'exemplaires ont été tirés. Donc tout ça lui donne une très grande légitimité. Et enfin, c'est quelqu'un qui a un contrôle sur l'ensemble des décisions. Mao est souvent présenté comme un poète, un rêveur, quelqu'un qui passe sa vie à écrire des poèmes. Mais en réalité, là-dessus, il se rapproche assez de Staline. C'est un bureaucrate qui abat un travail absolument effrayant,
qui voit tout, donne un avis sur tout, et lorsque quelqu'un prend une décision et décide de ne pas le consulter, mal lui en prend, hein, et généralement c'est quelque chose qu'il ne pardonne pas, hein. Il veut être en copie d'absolument toutes les décisions. Et enfin, évidemment, il a une légitimité au-delà même de la Chine, puisque il est considéré comme le promoteur de la voie chinoise vers le socialisme, hein, ce qu'on va appeler le maoïsme, ou en Chine, la pensée Mao Tse-tung. Donc voilà, tout ça lui donne une très grande légitimité et fait de lui un personnage effectivement indéboulonnable. Indéboulonnable alors même, et c'est ça qui est intéressant, qu'entre 1953 et 1956, dans le grand frère rouge voisin, l'URSS, on a commencé à déboulonner Staline et le stalinisme. Khrouchtchev a fini par s'imposer au terme de, là aussi, de lutte de succession assez fascinante à observer. Et du coup, d'une certaine manière, cette déstalinisation soviétique pourrait mettre en péril les choix maoïstes, aussi bien en politique extérieure qu'en politique intérieure. En tout cas, c'est quelque chose qui regarde de très près et qui l'amène aussi à prendre ses distances avec l'URSS. Alors tout à fait, hein, les dirigeants chinois, Mao le premier, mais ensuite Deng Xiaoping et d'autres, regardent toujours ce qui se passe en Union soviétique, souvent comme un contre-exemple, hein, et Khrouchtchev est considéré évidemment comme un révisionniste, hein, et Mao se fait le défenseur du stalinisme. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand Khrouchtchev va être déboulonné en 64, c'est le moment où justement Mao a dû lui aussi se mettre en retrait après l'échec du Grand Bond, et l'éviction de Khrouchtchev est quelque chose qui l'effraie, et il se dit qu'il faut absolument éviter une telle chose en Chine, et là il reprend la main avec la révolution culturelle. Alors ça, on va en parler, parce qu'avant ça, il y a une étape tout à fait majeure, qui est le grand bond en avant, qui est cette idée qu'on va transformer de manière accélérée la Chine avec une politique aussi bien rurale qu'industrielle, très volontariste, démiurgique. Ça rappelle un petit peu les grands projets staliniens de collectivisation, d'industrialisation outrance, mais dans le contexte chinois, encore de manière particulière. On peut le dire assez clairement, c'est un désastre humain gigantesque. Peut-être vous allez nous dire les chiffres. Et du coup, comme c'est vraiment le projet de Mao, ça commence à le fragiliser. On est à la fin des années 1950. Tout à fait. Alors, c'est l'une des pires famines de l'histoire. On a des chiffres assez variables, mais en tout cas, les historiens s'accordent autour d'un chiffre de plus de 30 millions de morts, sans compter évidemment le déficit des naissances. Donc, c'est évidemment une catastrophe. C'est un désastre. À Lushan, en 1959, on a une grande réunion du parti pour évidemment parler de ce qui se passe. Mao est au courant, Mao a des rapports, et c'est un premier affrontement avec l'un de ses fidèles, un grand général, Peng Dehuai. Ouais, c'est un peu le Zhukov de Staline. Enfin, si on voulait faire un parallèle, on pourrait dire que c'est un peu le même type de personnage qui a une légitimité un peu indépendante de la personne de Mao. Exactement, c'est quand même celui qui dirige l'armée, qui a été à l'origine d'un certain nombre de victoires décisives. Et lors de cette réunion de Lushan, il critique la campagne de production de l'acier, il dénonce les exagérations et les chiffres erronés qui sont mis en avant. Alors, il dit rien de nouveau, c'est... Mao avait lui aussi mis en avant ses erreurs. Mais évidemment, pour Mao, il commet un crime de lèse-majesté. Et Mao, à ce moment-là, brandit le spectre d'une rébellion contre l'armée populaire. Je le cite, si vous, de l'armée populaire de libération, vous ne voulez pas me suivre, je lèverai une armée rouge, je retournerai à la guérilla. Et sans rentrer dans les détails, mais évidemment, Peng Dehuai est déchu de ses fonctions, il est placé en résidence surveillée, et la thèse officielle est que la catastrophe a été provoquée à 70% par des catastrophes naturelles, ce qui permet évidemment d'épargner la personne de Mao. Par contre, à partir de 1959, il cède la présidence de la République à un modéré, un pragmatique, ce sont tous des maoïstes, Liu Shaoqi, qui va, avec Deng Xiaoping, essayer de relancer la machine économique.
On aimerait bien avoir un enregistrement de cette réunion de 1959 parce que ça doit être assez frappant quand même de voir cette confrontation et de voir aussi l'attitude des autres parce que c'est pas un duel, il y a quand même d'autres personnages qui sont là. Alors je sais pas quel est le vocabulaire chinois, on parlerait du politburo en URSS, mais il y a peut-être un équivalent. Là, effectivement, il y a le bureau politique, mais là c'est le comité central à Lushan qui se réunit. Alors c'est effectivement extrêmement violent. Mao dit que la lettre de Peng Deruoi, c'est un bombardement qui est destiné à raser Lushan, et Peng Deruoi et Mao sont extrêmement vulgaires quand ils échangent des mots. C'est vraiment, il y a une vraie violence dans les paroles lors de cette réunion. Mais du coup, les autres, ils font quoi ? C'est-à-dire que les autres, ils regardent leur petit papier, ils regardent leur verre d'eau. Les principaux dirigeants se taisent. Voilà, parce qu'on peut imaginer que s'ils avaient collectivement décidé qui passait du côté Peng Deruoi et qu'il fallait se débarrasser de Mao, peut-être que... Alors je pense que vraiment quand Peng Deruoi il fait ça, c'est pas pour se débarrasser de Mao, mais c'est pour infléchir la politique. Pour infléchir la politique. De toute façon, ils sont tous maoïstes. Enfin, je dirais, ils utilisent le vocabulaire maoïste, et il n'est pas pour eux question de remettre en cause Mao Tse-tung. On pourra revenir, mais par exemple sur le personnage de Zhou Enlai, qui a toujours été son fidèle second envers et contre tout, et qui n'a jamais remis en cause Mao, même s'il a essayé d'infléchir sa politique. Mao, c'est celui qui a fondé la République, et je pense que tous les dirigeants sont conscients que la République ne peut pas exister sans Mao. Est-ce qu'il peut y avoir une dimension de crainte de s'opposer à lui ? C'est-à-dire, est-ce que le système concentrationnaire chinois, la dimension de répression, de surveillance politique est présente ? On sait que dans le cas de Staline, ça a quand même inhibé beaucoup de gens qui auraient pu s'opposer à lui. Et voilà, à la fin des années 30, clairement, plus personne lève la tête. Est-ce que dans le cas chinois, ça a pu jouer aussi ? Alors, on peut évidemment le penser. La difficulté, c'est qu'on n'a pas forcément décrit des grands dirigeants disant je me censure parce que j'ai peur de Mao. Par contre, il y a un exercice qu'ils font tous et très régulièrement. Zhou Enlai est un spécialiste, c'est l'autocritique. Pour justement se prémunir de toute critique, on fait des autocritiques. Et ce qui est intéressant aussi dans la répression, peut-être par rapport au cas stalinien, c'est qu'un certain nombre d'opposants vont mourir dans les prisons, par exemple, au moment de la révolution culturelle. Mais il n'y a pas de grand procès public. Ils sont éliminés et ils disparaissent ou ils sont en résidence surveillée. Mais on n'a pas de grand procès public après des tortures comme on a pu l'avoir dans le cas stalinien. Et finalement, le premier grand procès public, on y reviendra, c'est celui de la bande des quatre. Et c'est un retour à la loi que met en scène Deng Xiaoping. Alors malgré tout, il ne sort pas tout à fait indemne de cet épisode du Grand Bond en avant. Ce serait compliqué avec autant de désastres visibles par le monde entier et en Chine et par l'ensemble du parti. Et du coup, vous avez parlé de cette mise en retrait officielle, et c'est intéressant parce que dans le monde communiste, il y a souvent deux structures de pouvoir. Il y a le pouvoir officiel, donc le poste de président de la République, de Premier ministre, etc. Et puis, il y a aussi parfois le pouvoir officieux, celui du leader, du grand timonier, de celui qui finalement, en titre, parfois n'a plus rien, mais reste la figure dirigeante. Tout à fait. Là, il garde quand même les deux postes les plus importants, qui sont président du Parti communiste de chinois, donc un poste qui n'existe plus aujourd'hui, et un poste qui existe encore aujourd'hui et qui est fondamental, qui est le président de la commission militaire du Parti communiste, c'est-à-dire que c'est un civil qui dirige l'armée. Donc il a toujours les deux postes essentiel, mais il a cédé, si je puis dire, le poste de président de la République populaire de Chine. Dans quelle mesure est-ce que Mao, très tôt d'ailleurs, dès les années de combat et puis au moment de la fondation de la République populaire, a fait ce que Staline a très bien fait, c'est-à-dire placer des gens dans l'appareil dont il sait que ce sont des fidèles absolus, etc. Enfin voilà. On peut penser que c'est le cas, mais voilà, dans quelle mesure c'est quelque chose de pensé et de construit comme ça ? Alors, c'est toujours construit, c'est toujours pensé, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en Chine, le pouvoir, il est conçu autour de la lutte entre factions. Et Mao organise ces factions s'affrontent. Donc, vous avez des pragmatiques, Zhou Enlai, Deng Xiaoping. On aura au moment de la révolution culturelle ce qu'on appellera la gauche radicale autour de la femme de Mao, Jiang Qing. Et Mao est l'arbitre de ces factions.
il peut en privilégier une par rapport à une autre, mais il les laisse toujours en concurrence. Et c'est comme ça qu'il organise son pouvoir. Donc, d'une sorte de position d'arbitre. Voilà, dans une position d'arbitre, et il distribue, il va privilégier une faction, puis une autre, et il joue de ça. Et jusqu'à la fin de sa vie, il joue de ça. Même quand il sera plus en capacité de parler, ces factions vont se réclamer de Mao. Et c'est comme ça qu'il organise son pouvoir. Et du coup, il n'a jamais vraiment de concurrent. Et ces factions, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, doivent toujours se réclamer de Mao dans toutes leurs actions, évidemment. D'un Mao qui lui-même n'hésite pas à changer à 180 degrés, puisqu'il y a des moments où il vante le spontanéisme des masses, et il y a des moments au contraire où il dit c'est une déviance gauchiste, il faut absolument revenir à quelque chose de centralisé, de contrôlé. Enfin voilà, il n'a aucun problème idéologique à louvoyer pour garder le pouvoir finalement. Alors il assume, pour lui c'est les contradictions, et les contradictions sont inhérentes à la politique. Et donc de fait... C'est ce qui rend la discussion avec des maoïstes parfois très, très pénible à mener, parce que aucune contradiction n'existe, ou toute contradiction est nécessaire, et du coup il s'en sort toujours. Exactement. Et au moment donc si on avance un peu dans le temps, mais au moment de la révolution culturelle, disons dans la deuxième partie, après la catastrophe, quand Mao essaye de remettre de l'ordre, il remet en selle les pragmatiques avec Zhou Enlai, tout en gardant la gauche radicale avec sa femme, et donc il louvoie effectivement avec l'idée d'une grande mobilisation populaire qui va permettre à la Chine de progresser, ou au contraire la modernisation économique qui est incarnée par Zhou Enlai et ensuite par Deng Xiaoping. Alors, cette révolution culturelle, il faut en parler parce que on est dans la deuxième moitié des années 1960. Mao est déjà assez âgé. Il est né en 1893, donc ça veut dire que l'idée de succession est pas absurde. Et puis, on l'a dit, en URSS, d'abord Staline a été déboulonné et Khrouchtchev lui-même a été évincé du pouvoir en 1964. Donc, ça veut dire qu'il y a les conditions sont réunies en quelque sorte pour que on puisse se dire qu'il a fait son temps et que on puisse peut-être tourner la page Mao. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui pensent à ça? Est-ce que c'est purement de la paranoïa de Mao qui pense qu'il faut déclencher quelque chose avant de perdre le pouvoir, ou est-ce qu'il y a des préparatifs ou des idées qui viennent? C'est vraiment de la paranoïa de Mao qui lance... alors, il y a effectivement ce qui s'est passé en Union soviétique, et puis il est agacé parce qu'il tente de relancer la machine idéologique, par exemple en 1962, avec un grand mouvement d'éducation socialiste, et Liu Shaoqi le freine. Alors évidemment, sans l'affronter indirectement, mais il freine les initiatives. Il demande aussi en 1965 de purifier les milieux littéraires, et Liu Shaoqi et Deng Xiaoping essayent de limiter au maximum la portée de ses actes. Donc ça l'agace, il change de tactique, et c'est là, en mai 1966, qu'il fait approuver cette fameuse circulaire contre la bande de révisionnistes contre-révolutionnaires qui se seraient infiltrés dans le parti, avant, évidemment... le plénum d'août 66 avec les fameux 16 articles de la grande révolution culturelle prolétarienne. Et là, on sait que parmi les historiens, on a eu un débat pour savoir est-ce que, je reprends les termes de Marie-Claire Bergère, est-ce qu'on a une fuite en avant dans l'utopie radicale, ou au contraire, Simon Leys, qui a vu un certain nombre de choses avant les autres, qui a dit c'est une lutte pour le pouvoir au sommet entre une poignée d'individus. Et de fait... même si la dimension utopique ne doit pas être niée, pour Mao, évidemment, c'est cette lutte de pouvoir qui va lui permettre d'écarter un certain nombre de dirigeants, d'abord de les faire rétrograder, comme Liu Shaoqi, et d'élever au contraire Lin Biao, qui va devenir le seul remplaçant de Mao, puis finalement d'écarter... complètement un certain nombre de dirigeants. On parlait tout à l'heure de Peng Dehuai, qui est quand même humilié dans les rues, publiquement. Donc, il imagine quand même un grand dirigeant, un grand leader militaire comme ça, humilié aux yeux de tous. Et puis, Liu Shaoqi qui est arrêté, qui finit en prison. Deng Xiaoping qui est aussi mis de côté. Donc, finalement, il manipule la jeunesse pour parvenir à ses fins. Puis, quand il y parvient, il fait appel à l'armée avec Lin Biao et il remet de l'ordre.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le déclenchement de cette révolution culturelle? Parce qu'il y a un épisode, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est ce moment où, en juillet 1966, Mao nage dans le Yangtze. Et on dit souvent que c'est le signal, en quelque sorte, que c'est une manière publiquement d'afficher un retour au premier plan de Mao et une capacité à infléchir le mouvement de l'histoire. Oui, effectivement, il veut montrer qu'il est toujours présent, que sa force physique ne l'a pas abandonné, hein, et qu'il reste toujours le grand leader de la Chine révolutionnaire. Et donc, par étapes, hein, d'abord en mai, ensuite effectivement en juillet, puis en août, lorsque il accepte ces fameux 16 articles, hein, il lance ce mouvement et il appelle la jeunesse. Enfin, il faut quand même imaginer un grand dirigeant qui appelle la jeunesse à se révolter contre les cadres du parti, parce que ce sont une bande de révisionnistes. Il faut imaginer que quand même la Chine est au bord de la guerre civile. Vous avez des bandes rivales de jeunes qui s'affrontent dans les grandes villes. Enfin, le pays est absolument sans dessus dessous, et avec la sanction du dirigeant suprême de ce pays. Avec le paradoxe que c'est sans doute l'un des pics de fascination en Occident, mais voilà, c'est en grande partie notre histoire. Après 1971-72, les choses semblent rentrer un petit peu dans l'ordre, mais le paradoxe, c'est que Mao ne peut pas vraiment tirer profit de cette victoire, parce que c'est aussi la période où il commence à devenir malade. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, si on reprend, il y a d'abord peut-être l'affaire Lin Biao. Oui, hein, il faut en parler. Il faut en parler, qui est donc le successeur choisi par Mao au moment de la révolution culturelle. Donc ça, c'est dit comme tel. Il devient le numéro 2, il est dans les instances. Hein. Donc effectivement, il apparaît comme celui qui succéderait à Mao. Pourquoi lui ? Au moment de la révolution culturelle, au moment où il met de côté les pragmatiques, hein, Lin Biao, lui, est capable de montrer sa fidélité à Mao. Je rappelle que le Petit Livre Rouge, c'est lui qui l'a fait. Et il sait montrer sa dévotion, et Mao mise sur lui, mais finalement, ça ne dure pas si longtemps. Hein. Alors, bon, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a, pour certains historiens, c'est sur des questions politiques. Alors, certains mettent en avant qu'au moment de l'affrontement sino-soviétique en 68-69, Lin Biao se serait permis de déplacer 1 million de soldats à la frontière soviétique pour prévenir un affrontement sans demander à Mao, qui est le président de la commission militaire, crime de lèse-majesté. Big mistake. Exactement, que Lin Biao aurait retardé la remise sur pied des comités provinciaux du parti qui doivent se substituer aux comités révolutionnaires qui sont dirigés par les militaires et donc par Lin Biao. Là aussi, ça éveille la méfiance de Mao, mais c'est surtout, il y a tout un débat sur la nouvelle constitution qui doit se mettre en place et sur la reconstruction de l'appareil de l'État. Et il y a tout un débat sur l'abolition du poste de chef de l'État. Parce que Mao, il n'est pas très clair là-dessus, mais en gros, il laisse entendre qu'il ne veut pas occuper ce poste. Et Lin Biao, au contraire, hein, se montre très favorable à ce que ce poste soit rétabli, qu'il soit confié à Mao, et que dans la Constitution soit inscrit le génie de Mao. Et Mao est tout à fait contre. Alors, il y a eu des tas d'hypothèses, mais ce qui est très probable, c'est que Mao se méfie de Lin Biao et se dit que finalement, il lui donnerait un rôle de président vénéré, mais en seconde ligne, un peu comme pendant le grand bond en avant, et que lui exercerait le pouvoir au nom de Mao Tse-tung. Et donc, du coup, il y a toute cette méfiance qui se met en place. Il y a aussi la question du rapprochement avec les États-Unis. Donc là, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, mais on peut noter qu'il disparaît entre la visite du secrétaire d'État Henry Kissinger en juillet 71 et celle de Richard Nixon en février 72. Et certains historiens ont mis en avant qu'une Chine isolée et menacée militairement aurait donné plus de poids aux dirigeants de l'armée, donc à Lin Biao. Et d'ailleurs, Mao déclarera à Nixon en février 72 qu'il y avait un groupe réactionnaire qui était opposé à son rapprochement avec lui et que le résultat, c'est qu'ils ont pris la fuite en avion à l'étranger.
Mais par exemple, vous avez un historien comme Alain Roux, qui est auteur d'une biographie de référence sur Mao. Le tigre et le singe. Exactement. Et qui dit que si Lin Biao avait des différends avec Mao, il les aurait gardés pour lui et que de toute façon, la politique étrangère ne l'intéressait pas beaucoup. Donc, c'est difficile d'arrêter des raisons claires. Ce qui est sûr, c'est que Mao se méfie de Lin Biao et de la position qu'il occupe. Alors, il y a des événements assez obscurs. La version officielle ne sort qu'en 1973 par Zhou Enlai, c'est-à-dire que Lin Biao, sa femme et son fils auraient cherché à s'enfuir en URSS à bord d'un appareil militaire après une tentative de coup d'État ratée qui aurait impliqué un certain nombre de jeunes officiers. Et Zhou Enlai aurait été mis au courant par la propre fille de Lin Biao. Se sentant démasqué, il se serait donc enfui pour rejoindre l'URSS, mais à court de carburant, ils auraient tenté un atterrissage forcé en Mongolie extérieure et l'avion se serait crashé avec les 9 passagers morts. Alors, pas de chance quand même. Pas de chance. Après, il y a des historiens qui mettent en avant que Mao a refusé, quand il est au courant de la fuite, d'abattre en réalité l'avion parce que la fuite fait de Lin Biao un traître, donc c'est déjà très bien. Donc il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur la disparition de Lin Biao, mais en tout cas, sa mort est tout à fait... sert évidemment les intérêts de Mao. Par contre, il est très affecté, durement éprouvé par la crise. Il tombe malade, il reste couché plusieurs mois, il est prostré, il est fiévreux. Et après, il a une attaque, mais il commence un programme de rééducation. Donc, alors, pendant toute cette période, vous l'avez cité d'ailleurs, Zhou Enlai est une figure incontournable, lui aussi, d'une autre façon. Lui, c'est beaucoup moins le culte de la personnalité, mais c'est l'homme quand même dont on a besoin. Il y a les foucas de Mao imprévisibles, et puis il y a quand même besoin de quelqu'un qui assure une forme de continuité, de stabilité de l'État. Est-ce qu'on peut dire qu'il joue ce rôle ? Évidemment, c'est le Premier ministre indéboulonnable de Mao, c'est le dirigeant au rang le plus élevé et avec le plus d'expérience, mais qui est intéressant, c'est que Mao n'avait jamais voulu vraiment le désigner comme successeur. Et en 1972, donc après l'élimination de Lin Biao, c'est vraiment lui qui est sur le devant de la scène. Certains historiens, alors ils ne sont pas tous d'accord, mais on parlait pour 1972 de l'année Zhou Enlai. Néanmoins, c'est plus compliqué que ça parce que ses médecins lui diagnostiquent un cancer en mai 72, Mao l'apprend avant Zhou Enlai et demande à ce qu'on cache à son Premier ministre son état le plus longtemps possible. Alors, il y a plusieurs raisons. Il a évidemment besoin de son Premier ministre pour relancer la machine économique. Mais il a toujours été inquiet que Zhou Enlai lui survive parce qu'il lui trouve des tendances droitières. Et donc, il a peur que, dans le cas d'une disparition prématurée de sa propre personne, Zhou Enlai fasse prendre un tournant droitier à la Chine. Néanmoins, Zhou Enlai relance la machine économique, rationalise donc cette politique économique et puis va ouvrir la Chine au monde. Je rappelle qu'elle rentre à l'ONU en 71, que Nixon se rend en Chine. Donc Zhou Enlai, effectivement, avec d'autres, il n'est pas tout seul évidemment, essaye du moins de restaurer le système de production. Mais Mao toujours fait attention à l'équilibre des factions, donc il favorise aussi ce qui va devenir la bande des 4. C'est quand même une période 72-76 avant la mort de Mao où ses apparitions publiques le montrent affaibli. Ça préfigure un petit peu la phase début des années 1980 en URSS avec Andropov et Tchernenko, dont les gens pensaient que c'était des sosies ou des momies tellement, et visiblement, c'était des gérontocrates pas en état de gouverner. Bon, là, les États-Unis contemporains en donnent une autre illustration. Du coup, comment on arrive à gérer une situation où visiblement Mao, il approche des 80 ans, il peut plus tout à fait gouverner comme avant. Effectivement, alors il tombe gravement malade à la fin de l'année 72, il a des difficultés pour parler, il s'essouffle très vite, il a des tremblements qui font penser à la maladie de Parkinson, mais en réalité c'est plutôt Charcot dont il souffre, il a une cataracte
à l'œil droit, puis après aux deux yeux, donc il a des difficultés pour lire. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est d'accéder à Mao. Et celle qui gère l'accès, c'est sa favorite officielle, Zhang Yufeng, qui s'entend très bien avec Jiang Qing, sa femme. Hein. Et puis, on a ce qu'on appelle deux autres demoiselles qui ont aussi le privilège de donner accès à Mao, Wang Eihong et Nancy Tang, et qu'on appelle les portes du ciel parce qu'elles donnent justement accès à Mao. Alors, la difficulté, c'est comment gérer le pays alors que Mao est gravement malade. Hein. Et ça, son état ne va pas cesser de se dégrader. Hein. Il devient de plus en plus difficile pour lui de parler. Et on est là un peu plus tardivement, hein, mais à la fin de l'année 75, il n'y a que sa favorite, hein, Zhang Yufeng, qui a appris à lire sur ses lèvres et donc qui est capable de décrypter la pensée de Mao. Et sinon, il écrit quelques caractères sur des bouts de papier. Donc, effectivement, quelle influence peut-il avoir ? Je rappelle qu'à ce moment-là, Zhou Enlai, et lui aussi, souffre d'un cancer généralisé, quitte très peu l'hôpital. Hein. Donc, tout ça, évidemment, fait que nous avons une guerre de succession avec différents clans qui tentent de l'emporter. Alors, pour faire simple, vous avez d'un côté Jiang Qing et le groupe de Shanghai ou la bande des quatre, et de l'autre, les pragmatiques avec Zhou Enlai, qui, à partir de la fin de l'année 74, passe la main à Deng Xiaoping. Bande des quatre, c'est une appellation chinoise contrôlée. Ils sont surnommés comme ça à quel moment ? Oui, tout à fait. Alors, au départ, c'est le groupe de Shanghai parce que vous avez autour de Jiang Qing trois autres personnages importants qui sont Zhang Qingshao, Yao Wenyuan, qui sont deux intellectuels de la révolution culturelle, et Wang Hongwen, qui est lui un ouvrier de la révolution culturelle, et que Mao va pas promouvoir parce qu'il dit de lui que c'est un bébé à peine sevré. Donc voilà, cette bande des quatre joue un rôle essentiel. Eux, ils tiennent tout l'appareil idéologique et de propagande. Notamment, ils ont le Quotidien du Peuple, qui est l'un des grands journaux de la Chine communiste. Et est-ce qu'ils ont éventuellement la possibilité de réanimer la jeunesse rouge et est-ce qu'on pressent qu'en cas de besoin, ils pourraient s'appuyer sur les masses ou la jeunesse un peu fanatisée ? Alors, ils ont tout cet appareil de propagande, et de fait, souvent, on dit qu'ils n'ont pas d'appui dans la population. C'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des gens qui sont maoïstes. Et puis, ils ont une base à Shanghai avec une milice d'à peu près 100 000 personnes armées. Le problème, c'est que, par contre, tous les cadres civils et militaires, eux, sont plutôt opposés à cette gauche radicale, et ils cherchent au contraire à affaiblir cette gauche radicale qui leur fait peur. Et bizarrement, après le grand bond en avant et la révolution culturelle, on n'a pas envie de remettre le couvert pour une troisième fois. Exactement. Et donc, c'est là que sort du chapeau Hua Guofeng, qui a l'avantage d'être un produit de la révolution culturelle. Donc là, on est juste après la mort de Mao ? Non, on est encore avant. On est avant la mort. Donc, il meurt en janvier 76, donc ça commence à se mettre en place avant. Exactement. En fait, on a, pour résumer, un certain nombre donc, de luttes entre les factions, notamment un moment où, après Zhou Enlai, après avoir pu imposer sa ligne pragmatique, finit par mourir. Donc lui, lorsqu'il meurt en janvier 76, ça provoque une nouvelle crise politique. Et à ce moment-là, ça provoque aussi la disgrâce de Deng Xiaoping. Et celui qui est mis en avant, c'est Hua Guofeng. En fait, Mao aurait pu choisir pour succéder à Zhou Enlai, on attendait deux figures, soit Deng Xiaoping pour les modérés, soit Zhang Qingshao, celui de la bande des quatre, pour les radicaux. Mais nommer Deng, c'était prendre un risque pour la succession de Mao, puisqu'il aurait été le successeur. Et nommer Zhang Qingshao, ça aurait été bouleverser les équilibres politiques. Et donc Hua Guofeng, il a cet avantage d'être quelqu'un qui vient de la province du Hunan, donc de la province natale de Mao.
qui n'est pas un idéologue, plutôt quelqu'un de l'intérieur du parti et qui est un candidat de compromis. Donc je le disais, c'est un produit de la révolution culturelle, donc il est acceptable pour le groupe de Shanghai. Et en même temps, il est suffisamment modéré pour être accepté par les militaires et les civils, hein, même si la femme de Mao est absolument furieuse de ce choix-là. Hein, donc ça se joue en gros au début de l'année 76. Hein, il est choisi comme Premier ministre par intérim en février 76 et Mao le confirme pleinement en avril 76. Donc, et à ce moment-là, Deng Xiaoping est en retrait et la gauche radicale semble triompher, hein, et lance toute une campagne contre Deng Xiaoping. Ouais, j'ai dit que Mao était mort en janvier 76, il est mort le 9 septembre 76, pardon. Voilà, pour que tout le monde comprenne bien. La mort de Mao, c'est quand même un événement considérable. Est-ce que il y a les funérailles d'ampleur qui s'imposent, et puis en même temps que on va dire la célébration du grand homme public, les gens qui aiguisent les couteaux dans les coulisses? Alors, effectivement, se pose la question de sa succession, et c'est là que Hua Guofeng, hein, qui se veut être l'héritier de l'héritage maoïste, hein, va essayer de capter l'héritage maoïste. C'est lui qui va charger de la construction du mausolée qui est aujourd'hui au centre de la place Tiananmen. C'est lui qui va éditer le 5e volume de ses œuvres choisies. Et le premier historien français de l'histoire du Parti communiste chinois, Guy Hermaz, dira « Il est le gardien du Saint-Sépulcre et le dépositaire des Saintes Écritures ». Donc finalement, Hua Guofeng, il essaye de capter l'héritage maoïste, et il va avoir toute une clique autour de lui, hein, qui va tenter de mettre en application les préceptes maoïstes. Il y a une formule, hein, tout ce que Mao a dit et tout ce que Mao a fait est juste. Et c'est la ligne, hein, qu'il défend. Mais évidemment, je me demande où j'ai déjà lu ça, peut-être en Italie, Il Duce a sempre ragione, quelque chose comme ça, ouais. Voilà. C'est étonnant comme c'est familier. Oui. Mais il s'enferme du coup dans un cadre idéologique, hein, et notamment toutes les victimes de la révolution culturelle souhaitent passer à autre chose. Et c'est là que Deng Xiaoping va pouvoir revenir au premier rang, et Hua Guofeng est est obligé par les cadres militaires et civils, puisque lui n'a pas un grand réseau, donc il est obligé de finalement faire revenir Deng Xiaoping au premier rang à partir de la mi-77. Hein. Et donc à partir de là, vous avez ces deux pôles. Et j'oubliais aussi l'arrestation juste après la mort de Mao, hein, de la bande des 4 par Hua Guofeng, appuyée par l'armée. Hein. Donc cette bande est arrêtée. Le procès sera plus tardif, hein, en 80-81, mais la bande est arrêtée et voilà un échiquier politique qui se simplifie. Ouais, Mao n'étant plus là, la fuite en avant radicale du maoïsme n'est plus vraiment à l'ordre du jour, et un certain nombre de gens sont contents de tourner la page. Alors du coup, ça peut nous emmener peut-être vers une histoire qui est très connue, donc je ne sais pas si on a besoin de la raconter, qui est finalement l'ouverture progressive, la libéralisation progressive de l'économie avec Deng Xiaoping, commençant par certaines zones côtières, etc. Bon, voilà, on entre dans une nouvelle phase, donc la succession de Mao, c'est pas qu'une succession évidemment de personnes, c'est aussi une succession politique, c'est aussi tourner la page quand même de cette volonté démiurgique d'imposer un modèle socialiste radical en Chine. On s'en éloigne très largement, assez rapidement finalement. Effectivement, donc c'est une histoire connue, hein, mais Deng Xiaoping met en place les cadres de modernisation qu'il hérite en réalité de Zhou Enlai, hein, qui a tenté à plusieurs reprises de les mettre en place. Et parallèlement, hein, ce qui est intéressant, c'est aussi la volonté peut-être de réhabiliter le droit, puisque on a quand même toute une période où, à partir de la révolution culturelle, finalement, le système politique, hein, s'organise en dehors de toute règle. Et donc, Deng Xiaoping veut revenir à une gestion du pays par la loi, gouvernée par la loi. Donc, on a une nouvelle constitution qui est mise en place. Hein. On recrée le poste de président de la République
populaire de Chine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on adopte aussi un code pénal et un code de procédure pénale. C'est quand même un progrès par rapport à l'état de non-droit. Et puis, effectivement, on a une ouverture économique avec l'autorisation des premières entreprises mixtes sino-étrangères qui sont quand même une condition nécessaire pour la modernisation économique du pays. Alors, on voit que dans toute cette histoire, eh bien, l'idéologie est importante, les bases de pouvoir et les appuis sont aussi fondamentales, que les rivalités personnelles, c'est aussi des rivalités de factions, que voilà, il y a énormément de choses qui se passent dans les coulisses parce qu'il y a un leader indéboulonnable. Alors, toute proportion gardée, on peut se poser des questions sur le statut de Xi Jinping aujourd'hui, puisque, sauf erreur, c'est depuis 2012 qu'il a tous les leviers du pouvoir en Chine. Et donc, on peut imaginer qu'il a à la fois préparé les choses pour sa propre succession, même si peut-être qu'il n'y pense pas, mais en bon homme d'État, normalement, on commence à anticiper ces choses-là, et puis il y a peut-être aussi des impatiences ou des projets. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces aspects ? Alors, effectivement, il a outrepassé la règle des 10 ans, puisque c'était mis en place avec Jiang Zemin et Hu Jintao, qui sont les deux successeurs de Deng Xiaoping qu'il a choisi. Xi Jinping est le premier qu'il n'a pas choisi, qui avait respecté une règle de 10 ans de 2 mandats. Et Xi Jinping, lui, a dépassé cette règle. Normalement, après 68 ans, on doit se retirer, ce qu'il n'a pas fait. Alors après, c'est très difficile de parler de la succession de Xi Jinping. Il y a énormément d'articles dans des think tanks pour imaginer tous les scénarios possibles, mais en réalité, il y a une opacité du régime. C'est très difficile de savoir, et je pense que la meilleure réponse, c'est de dire qu'on ne sait pas. Et que tout le reste, ce sont quand même des conjectures. Et en Chine, on dit qu'il gardera peut-être le pouvoir jusqu'à rencontrer Marx. C'est l'expression consacrée. Et donc, c'est vraiment très difficile de savoir ce qu'envisage Xi Jinping. Est-ce qu'il est déjà dans un scénario en choisissant un successeur ? Mais s'il choisit un successeur, ça risque de l'affaiblir. En même temps, s'il ne choisit pas de successeur, il risque d'avoir une succession incontrôlée. Donc là, il s'est ouvert effectivement une période d'incertitude. L'an dernier, en juin 2025, il y a une réunion du comité central et tous les analystes ont été de leur pronostic. Moi, je me prononcerai vraiment pas dessus. C'est bien au-delà de mes compétences, et je pense que le système est tellement opaque qu'en réalité, c'est dur de savoir ce qui va se passer. Si on prend par exemple le cas de Taïwan, on sait qu'il y a eu un certain nombre de purges dans l'armée dont on cherche à comprendre les logiques. On peut très bien imaginer qu'il a purgé des généraux parce qu'ils étaient trop va-t-en-guerre, ou au contraire que c'est lui qui est trop va-t-en-guerre et que ses généraux étaient trop timorés. Mais en réalité, on ne sait pas quelles sont les positions à l'intérieur du parti. Donc, ça pourrait rappeler après ce qui s'est passé avec les analystes spécialistes de la kremlinologie qui analysaient à partir des défilés du 9 mai les positions des grands leaders soviétiques pour essayer de déduire les luttes de pouvoir. Je pense que vu le peu d'informations qu'on a, on risque de tomber dans ce type d'analyse. Merci beaucoup, Jérémy Tamato, c'est absolument passionnant. Si on veut aller plus loin, vous avez cité la biographie d'Alain Roux, il y a aussi une biographie plus courte de Jonathan Spence. Qu'est-ce qu'on peut lire ? Alors, il y a aussi la biographie d'Alexander Pantsov de Mao. Il y a aux belles lettres l'ouvrage de Guilleux, La République populaire de Chine, qui dans la collection Histoire générale de la Chine, qui est une très belle collection. Oui, tout à fait. Si on va aller plus loin sur Deng Xiaoping, il y a évidemment l'ouvrage, la biographie de Jean-Pierre Cabestan, qui est absolument aussi excellente. Et sur la révolution culturelle, l'ouvrage qui fait toujours référence, c'est La dernière révolution de Mao par Mac Farcar et Schonals, qui est extrêmement complet. Et enfin, le dernier ouvrage publié par Yves Chevrier sur le politique en Chine, qui est un ouvrage de référence. Merci beaucoup. Je mettrai les références sur le site de l'émission. Et je rappelle aussi que si le versant français du maoïsme vous intéresse, vous pouvez écouter par exemple Annette Vievorka parler de son voyage, de son séjour de jeunesse en Chine. C'était dans le podcast. Et également Julie Pagis sur cette quasi-secte rouge maoïste, le prophète rouge. Elle en a parlé. C'est un livre passionnant. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Succession. Rendez-vous sur le site de Parole d'Histoire pour tous les détails et les autres émissions. Et à la semaine prochaine.